Juillet 2025. Dans un bureau de l'inspection générale de la police nationale, une machine émet une alerte. Pas un coup de fil anonyme, pas une lettre de dénonciation glissée sous une porte, pas un indicateur qui craque en garde à vue. Une machine. Un dispositif de détection des usages anormaux des fichiers de police, mis en place précisément parce que l'institution avait fini par admettre ce qu'elle refusait de nommer depuis des années. L'alerte concerne un gardien de la paix de Seine-Maritime. Un fonctionnaire ordinaire, en poste dans une direction interdépartementale de la police nationale. L'homme, selon les premières investigations confirmées par le procureur de la République de Rouen, aurait consulté près de 2500 fichiers de police. 2500. Et il aurait procédé à plus de 700 levées d'immobilisation administrative de véhicules sur l'ensemble du territoire national. Des voitures bloquées par l'administration, remises en circulation par un simple clic, contre rémunération présumée. Le parquet de Rouen saisit l'inspection générale de la police nationale de Rennes. Le fonctionnaire est mis en examen pour corruption et consultation illicite de fichiers. Il est, à ce stade, présumé innocent. Je le dis et je le répète parce que c'est la loi et parce que ce dossier, plus que tous les autres, exige qu'on respecte la loi à la lettre. Mais retenez la scène, retenez-la bien, parce qu'elle dit tout de ce qui va suivre. Ce n'est plus un collègue qui a dénoncé, ce n'est plus une hiérarchie qui a vu, ce n'est plus une conscience qui a parlé. C'est un algorithme qui a repéré une anomalie statistique. L'État français en est là. Il doit surveiller ses propres serviteurs avec des machines, parce que les mécanismes humains de contrôle ont été débordés. Ce soir, on ouvre le dossier le plus dérangeant de cette série. Pas celui des tueurs adolescents, pas celui des tonnes de cocaïne dans les ports, pas celui des règlements de compte. Celui de la corruption des policiers, des gendarmes et des douaniers français par le narcotrafic. Ceux qu'on appelle, depuis 40 ans, d'un mot d'argot devenu un mot de la langue courante, les ripoux. Bienvenue dans le dossier. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire d'où je parle. Je ne suis pas juge. Je lis les dossiers. Ce que vous allez entendre repose sur des sources publiques, vérifiables. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France, remis le 7 mai 2024, présidé par le sénateur Jérôme Durain, avec pour rapporteur le sénateur Étienne Blanc. Les auditions publiques de cette commission. Les observations définitives de la Cour des comptes sur l'Office anti-stupéfiants, publié le 26 septembre 2024. Les chiffres de l'Inspection générale de la police nationale. Les déclarations de la chef de l'Office anti-stupéfiants, Stéphanie Cherbonnier, et de la directrice de l'Agence française anticorruption, Isabelle Gégouzeau. Les décisions de justice rendues publiquement, comme celle du tribunal correctionnel de Paris et de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Michel Néret. Et la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, publiée au Journal officiel le 14 juin 2025. Quand un fait est jugé, je le dis comme un fait jugé. Quand une affaire est en cours d'instruction, j'emploie le conditionnel, je dis soupçonné, je dis présumé. Parce que la présomption d'innocence n'est pas une formule de politesse. C'est la ligne qui sépare un état de droit d'un tribunal de comptoir. Et ce dossier, justement, parle de ce qui arrive quand les lignes s'effacent. Posons la thèse, comme toujours sur cette chaîne. On ne va pas vous raconter des monstres. On va vous montrer un système qui a lâché. Le policier corrompu n'est pas une anomalie morale tombée du ciel. Il est le symptôme final d'une mécanique. D'un côté, un marché criminel dont le chiffre d'affaires est estimé, en fourchette basse, à 3,5 milliards d'euros par an rien que pour la France, selon la commission d'enquête du Sénat. De l'autre, des fonctionnaires payés au traitement indiciaire, endettés comme le reste du pays, exposés, isolés, parfois menacés, et contrôlés par des inspections qui n'ont ni les effectifs ni l'indépendance pour suivre le rythme. Entre les deux, une offre simple, brutale, répétée, de l'argent contre de l'information. De l'argent contre un regard qui se détourne, de l'argent contre un conteneur qui sort du port sans contrôle. Quand une organisation criminelle peut proposer à un agent l'équivalent de plusieurs années de salaire pour une seule consultation de fichiers, et que la probabilité d'être détecté reste faible, la question n'est plus de savoir si des agents vont céder. La question est de savoir combien. Et cette question, pendant des années,
La France a refusé de se la poser. Le rapport du Sénat de mai 2024 a un chapitre dont le titre, à lui seul, vaut réquisitoire. Il s'intitule, je cite le sommaire officiel, « Cacher cette corruption que je ne saurais nommer ». Les sénateurs y décrivent une corruption difficile à détecter comme à réprimer, un phénomène corruptif grandissant, un intérêt marqué des narcotrafiquants pour les fichiers et autres informations détenues par les forces de l'ordre, et un phénomène sous-estimé, avec des plans de lutte anticorruption jugés insuffisants. Autrement dit, la représentation nationale, après plus de 150 auditions menées pendant 6 mois, a conclu que la France ne voulait pas voir, que l'appareil d'État, par culture, par corporatisme, par peur du scandale, avait traité la corruption de ses propres agents comme un tabou, un angle mort. Et pendant que l'État détournait le regard, les organisations criminelles, elles, regardaient droit devant. Elles avaient compris une chose que nos institutions mettaient un point d'honneur à ignorer. Dans une chaîne logistique, le maillon le plus rentable à acheter n'est pas un bateau, ni un camion, ni un entrepôt. C'est un homme. Un homme avec un badge, un code d'accès, une habilitation. Parce qu'un bateau se remplace. Un homme habilité, lui, ouvre toutes les portes en même temps. Alors ce soir, on va suivre le fil. On va remonter l'histoire, parce que les ripoux ne datent pas d'hier et que la France a déjà connu la chute vertigineuse d'un de ses plus grands flics. On va démonter la mécanique, fichier par fichier, conteneur par conteneur, pour comprendre ce que les trafiquants achètent exactement quand ils achètent un agent public. On va descendre sur les quais du Havre, là où des dockers sont enlevés, séquestrés, menacés, payés et parfois tués. On va regarder les leviers, ceux que les enquêteurs eux-mêmes énumèrent, l'argent, l'amour, la contrainte, la dette. On va suivre l'argent de la corruption, qui circule en liquide, sans trace, sous les radars de Tracfin. On va mesurer la faiblesse des contrefeux, l'inspection générale de la police nationale débordée, la douane sous tension, les plans anticorruption en retard d'une guerre. Et on finira par la réponse de l'État, cette loi du 13 juin 2025 et ce parquet national anticriminalité organisée, entré en fonction le 5 janvier 2026, pour poser la seule question qui vaille, est-ce que c'est assez et est-ce que c'est à temps? Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord remonter le temps. Il faut retourner à Lyon, au début des années 2010, dans le bureau du numéro 2 de la direction interrégionale de la police judiciaire. Parce que la France a déjà vécu ce moment où elle a découvert que l'un de ses meilleurs éléments avait franchi la ligne. Et la manière dont elle a vécu ce moment explique beaucoup de ce qui a suivi. Michel Néret, retenez ce nom, parce qu'il est devenu, dans la police française, un mot de passe. Fils de mineur de Meurthe-et-Moselle, diplômé de droit, commissaire dès la fin des années 70, passé par la police judiciaire de Versailles, par Meaux, puis pendant plus de 20 ans par la brigade de recherche et d'intervention de Lyon, avant Nice, avant de revenir à Lyon comme directeur adjoint de la police judiciaire interrégionale. Un flic de terrain, un flic à indice, un flic à résultat. Le genre de policier que les ministres décorent, que les journalistes appellent, que les scénaristes copient. Pendant des années, Michel Néret incarne une certaine idée de la police judiciaire à la française. Celle qui plonge les mains dans le milieu pour mieux le frapper. Celle qui jette une sardine pour attraper un requin, comme disent les anciens. Le problème, c'est que cette méthode repose sur une frontière invisible. La frontière entre l'informateur qu'on manipule et l'ami qu'on protège. Entre le renseignement qu'on échange et le service qu'on rend. Entre la prise de guerre et le cadeau. Et en septembre 2011, la France entière découvre que cette frontière, chez lui, s'était dissoute. Michel Néret est interpellé, mis en examen, incarcéré. L'onde de choc dans la police nationale est immense. Et le mot n'est pas de moi, il est de tous les témoignages de l'époque. Le procès s'ouvre en mai 2016 devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le 5 juillet 2016, le jugement tombe. 30 mois d'emprisonnement pour corruption et trafic d'influence, pour avoir fourni des informations confidentielles à des figures du milieu lyonnais présentées comme ses indicateurs en échange d'avantages, de cadeaux, d'argent liquide. Le tribunal souligne la gravité des faits et note que le grand flic avait perdu tout sens
de la limite légale. Le parquet fait appel, et le 12 juin 2018, la Cour d'appel de Paris alourdit la peine. 4 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, interdiction définitive d'exercer dans la police, et cette fois, contrairement à la première instance, une condamnation pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Pour l'ancien numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise. Autour de lui, les destins se dispersent. Un capitaine condamné à 3 mois avec sursis pour avoir aidé son supérieur en détournant des scellés de stupéfiants, 2 autres officiers relaxés, faute de charges suffisamment caractérisées, son épouse condamnée à 8 mois avec sursis pour avoir profité des largesses des amis de son mari. L'affaire est jugée, définitivement. On peut donc la regarder en face, sans conditionnel. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette affaire, 10 ans plus tard? 3 choses, et les 3 comptent pour la suite du dossier. La première, la corruption ne commence presque jamais par une valise de billets. Elle commence par une relation. Un indicateur qui devient un ami, un service qui en appelle un autre, un week-end offert, une voiture prêtée, une frontière qu'on déplace de 10 cm par jour jusqu'au jour où on ne sait plus où elle était. Les enquêteurs appellent ça l'engrenage relationnel. Et vous allez le retrouver à chaque étage de ce dossier, du commissaire divisionnaire au surveillant de prison. La deuxième leçon, l'institution a vécu l'affaire Néret comme une trahison individuelle, pas comme un signal systémique. On a jugé un homme, on a durci quelques règles sur les indicateurs et on est passé à autre chose. Personne, à l'époque, n'a construit de doctrine nationale de détection de la corruption interne. La troisième leçon, et c'est la plus importante, l'affaire Néret appartient à un monde qui n'existe plus, un monde où la corruption était affaire de proximité, de terroir criminel, de connivences anciennes entre un flic et son milieu. Ce monde-là a été remplacé par autre chose, par un marché. Un marché où l'acheteur n'a plus besoin de connaître le vendeur depuis 20 ans parce que la mise en relation se fait par messagerie chiffrée, parce que l'offre est standardisée et parce que les montants ont changé d'échelle. La corruption artisanale est devenue une corruption industrielle. Et c'est cette industrialisation qu'il faut maintenant démonter pièce par pièce. Mais pour comprendre ce que les narcotrafiquants achètent réellement quand ils achètent un policier, il faut regarder de près l'objet le plus banal et le plus stratégique de la police française, le fichier. Un fichier de police, vu de l'extérieur, c'est une abstraction administrative. Vu de l'intérieur d'un réseau criminel, c'est une arme de contre-espionnage. Prenons les principaux. Le traitement des antécédents judiciaires, qui recense les personnes mises en cause et les victimes dans les procédures. Y accéder, pour un trafiquant, c'est savoir si un nouveau contact, un chauffeur, un fournisseur, une petite main, est connu des services, et donc potentiellement surveillé, ou pire, retourné. Le fichier des personnes recherchées, y accéder, c'est savoir si on peut passer une frontière, prendre un avion, dormir chez soi. Le système d'immatriculation des véhicules. Y accéder, c'est identifier le propriétaire d'une voiture qui vous suit depuis 3 jours, et donc savoir si c'est un rival ou une équipe de surveillance de la police judiciaire. Et au-delà des fichiers eux-mêmes, il y a l'information procédurale, savoir si une enquête vous vise, savoir si une ligne est sur écoute, savoir si une perquisition se prépare, savoir quand et où une opération va tomber. La commission d'enquête du Sénat l'écrit noir sur blanc. Les narcotrafiquants manifestent un intérêt marqué pour les fichiers et autres informations détenues par les forces de l'ordre. Traduction opérationnelle. Dans l'économie du narcotrafic, l'information policière est une matière première. Elle protège les cargaisons, elle protège les chefs, elle fait échouer les enquêtes avant même qu'elles n'aboutissent. Un renseignement vendu au bon moment peut sauver 1 tonne de cocaïne, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros de valeur marchande au détail. Face à des enjeux pareils, le prix d'un fonctionnaire, même généreusement payé par le réseau, est une ligne de frais dérisoire. C'est ça, la vérité économique de ce dossier. Pour un narcotrafiquant, corrompre coûte moins cher que perdre, infiniment moins cher. Et les chiffres disent que le marché fonctionne. En 2025, l'Inspection générale de la police nationale a ouvert 235 enquêtes visant des policiers pour des atteintes à la probité. 235 enquêtes en 1 an.
C'est une hausse de 70% par rapport à 2020. Et plus de la moitié de ces enquêtes concernent des consultations illégales de fichiers. Relisez cette phrase. Plus de la moitié. Le cœur du problème n'est pas le policier qui braque une banque ou qui revend des scellés. Ces cas existent mais restent rares. Le cœur du problème, c'est le policier qui tape un nom dans un écran. Un geste invisible, silencieux, qui ne laisse ni arme ni cadavre. Seulement une trace informatique noyée parmi des millions d'autres. Pendant des années, cette trace n'était presque jamais analysée. C'est précisément pour cela que l'Inspection générale de la police nationale a fini par déployer ce dispositif de détection des usages anormaux dont je vous parlais en ouverture, celui qui a permis le signalement de Rouen en juillet 2025. Quand une institution doit installer un radar interne pour surveiller les requêtes de ses propres agents, elle reconnaît deux choses à la fois, que la menace est réelle et que la confiance, seule, ne suffit plus. Les tribunaux, eux, ont commencé à juger, et les audiences racontent la banalisation. Le 31 mars 2026, un policier marseillais, ancien représentant syndical, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer, pour avoir vendu des informations à 2 trafiquants de stupéfiants d'envergure. 3 ans. Interdiction définitive. Le dossier est jugé, on peut le dire au présent de l'indicatif. Et ce qui frappe, dans les comptes rendus de ces procès devenus courants, c'est une phrase prononcée par un haut gradé passé par l'Office anti-stupéfiants et rapportée par la cellule investigation de Radio France: un narcotrafiquant ne peut pas faire carrière et prospérer sans avoir un agent corrompu dans sa manche. Lisez bien, ce n'est pas un militant qui parle, ce n'est pas un avocat de la défense, ce n'est pas un éditorialiste. C'est un cadre de la lutte anti-drogue française. Et il ne dit pas que la corruption existe, il dit qu'elle est structurellement nécessaire au haut du spectre criminel. Qu'elle n'est pas un accident du narcotrafic, mais un de ses organes vitaux. Si cette phrase est vraie, et tout ce dossier tend à montrer qu'elle l'est, alors chaque grande organisation qui prospère sur le territoire français dispose, quelque part, de son agent dans la Manche. Faites le calcul vous-même, et demandez-vous pourquoi ce calcul, personne ne le fait à voix haute au journal de 20 heures. L'affaire la plus troublante, de ce point de vue, ne concerne pas un commissariat de quartier. Elle concerne le sommet de la pyramide antidrogue elle-même. En avril 2024, la commission d'enquête du Sénat révèle dans son rapport qu'un ou plusieurs enquêteurs de l'antenne marseillaise de l'Office anti-stupéfiants, l'organe chef de file de la lutte contre le narcotrafic en France, font l'objet depuis janvier 2024 d'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale pour des faits de corruption qui auraient été signalés par leur propre hiérarchie. Je pèse chaque mot. Il s'agit d'une enquête, pas d'une condamnation, et les intéressés bénéficient de la présomption d'innocence. Mais le simple fait que la question se pose à cet endroit-là de l'appareil d'État change la nature du problème. L'Office anti-stupéfiants, c'est le service qui centralise le renseignement antidrogue français, celui qui connaît les cibles, les écoutes, les infiltrations, les calendriers d'interpellation. Si la corruption peut atteindre ne serait-ce que la périphérie de ce service, alors aucun échelon n'est sanctuarisé par principe. Et c'est exactement ce que dit, avec les mots prudents d'une haute fonctionnaire, la chef de l'Office anti-stupéfiants elle-même, Stéphanie Cherbonnier, devant les sénateurs: la corruption peut toucher des personnels des ports et des aéroports qui facilitent le passage ou la sortie de la marchandise, mais aussi des agents publics, policiers, gendarmes, douaniers, greffiers. Aucune profession n'est épargnée. Dès lors que les trafiquants offrent des sommes extrêmement élevées, certains personnels peuvent céder à l'appel de ces sirènes criminelles. Aucune profession n'est épargnée. C'est la chef de l'antidrogue française qui le dit, sous serment, devant une commission d'enquête parlementaire. Ce n'est pas moi. Mais pour mesurer ce que cette corruption produit concrètement, en tonnes, en euros et en vies humaines, il faut quitter les bureaux et descendre là où la marchandise touche le sol français. Il faut aller au Havre. Le port du Havre, premier port français pour les conteneurs, intégré aujourd'hui à l'ensemble portuaire de l'axe Seine avec Rouen et Paris. Près de 7000 navires par an, un peu plus de 3 millions de conteneurs qui transitent chaque année sur ces terminaux. 3 millions de boîtes métalliques, identiques, empilées, anonymes. À titre de comparaison,
le port de Rotterdam en voit passer environ 14 millions. Et c'est précisément cette masse qui fait du conteneur le cheval de Troie parfait du narcotrafic mondial. Devant la commission d'enquête du Sénat, le directeur général de la police nationale de l'époque, Frédéric Veaux, a donné les proportions. En 2022, plus de 75% des saisies de cocaïne en France concernaient la voie maritime, et le port du Havre, à lui seul, totalisait 78% des quantités saisies dans les ports français. La même année, la France saisissait au total 27 tonnes et 700 kilos de cocaïne, 5 fois plus que 10 ans auparavant. Et la courbe havraise ne redescend pas. 5 tonnes et demie saisies sur le port en 2023, puis 14 tonnes et 300 kilos en 2024, un record. Chaque tonne saisie est une victoire douanière. Mais chaque tonne saisie est aussi un aveu. Si on en trouve autant, c'est qu'il en passe bien davantage. Aucun service au monde ne contrôle physiquement 3 millions de conteneurs par an. Le contrôle est un échantillonnage. Et dans un système d'échantillonnage, celui qui connaît les critères de ciblage, celui qui sait quelle boîte sera scannée et quelle boîte ne le sera pas, celui-là détient les clés du royaume. C'est ici qu'entre en scène la technique qui a transformé les ports européens en champs de bataille, le rip-off. Le principe est d'une simplicité redoutable. Le réseau n'affrète pas de navires, n'achète pas de cargaison, ne corrompt pas d'armateurs. Il parasite le commerce légal. Un conteneur parfaitement légitime, des bananes d'Équateur, du café du Brésil, des crevettes du Suriname, est chargé dans un port sud-américain. Avant le départ ou pendant une escale, des complices y glissent des sacs de sport remplis de pain de cocaïne, souvent près des portes, et referment la boîte avec un scellé contrefait, identique à l'original. L'expéditeur ne sait rien, le destinataire ne sait rien, la compagnie maritime ne sait rien. Le conteneur traverse l'Atlantique comme des millions d'autres. Et à l'arrivée, tout se joue en quelques heures. Il faut que quelqu'un, à l'intérieur du port, localise la boîte dans le labyrinthe des terminaux, y accède avant le passage éventuel au scanner, récupère les sacs et les fasse sortir de la zone sous douane. Ce quelqu'un, c'est le maillon humain. Un docker, un grutier, un pointeur, un chauffeur, un agent de manutention. Quelqu'un qui a le badge, la connaissance des lieux, la légitimité d'être là à 3 heures du matin. Sans lui, la cocaïne reste une aiguille dans une botte de foin d'acier. Avec lui, elle devient un colis suivi. Et c'est là que la mécanique broie des hommes. Parce que le recrutement de ce maillon humain ne se fait pas toujours par la séduction. France Info a recueilli le témoignage d'un docker havrais tombé dans l'engrenage, et son récit vaut tous les rapports. L'homme assure qu'il n'avait pas besoin d'argent. Mais la pression était trop forte. Le message des trafiquants, tel qu'il le rapporte, tient en une phrase. « Si demain tu ne décharges pas la coke, on s'en prendra à ta famille. » Il finit par accepter. Il empoche 80 000 € pour faire le sale boulot. Dans la foulée, il est arrêté, condamné, avec interdiction de travailler sur le port. 80 000 € pour une nuit de manutention, contre une carrière détruite et un casier judiciaire. Et derrière lui, une statistique que la police judiciaire elle-même avance. Depuis 2017, une quinzaine de dockers ont été enlevés au Havre. Enlevés, séquestrés pour être contraints de sortir des cargaisons ou pour être punis d'une cargaison perdue. Un avocat havrais qui défend de nombreux dockers, Guillaume Routel, résume le renversement, ce qui, il y a 10 ans, était mis en doute par les magistrats eux-mêmes, qui pensaient que dire « je suis menacé » était un faux alibi. On sait aujourd'hui que c'est vrai. Il y a des menaces, il y a de l'intimidation. Et ceux qui manipulent les conteneurs, ceux qu'on appelle les cavaliers, sont particulièrement ciblés, parce qu'ils sont des pièces maîtresses de l'organisation portuaire. Et parfois, l'intimidation va jusqu'au bout. En juin 2020, un docker du port du Havre, Alan Afagar, est enlevé. Il meurt. Son nom, sa famille l'a porté pendant des années d'audience, son portrait installé à leur côté dans la salle du tribunal. La justice a fini par passer, par étapes. En janvier 2023, 6 têtes présumées du réseau qui réceptionnaient des chargements de cocaïne venus d'Amérique latine sont condamnées à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion par la Cour d'assises spéciale du Nord. Quelques mois plus tard, le tribunal correctionnel de Lille condamne 3 havrais d'une trentaine d'années à 8, 7 et 5 ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs,
reconnu coupable d'avoir participé à la préparation de l'enlèvement. Un homme est mort sur les quais de la première porte d'entrée de la cocaïne en France, dans une affaire mêlant trafic international et contraintes exercées sur les travailleurs portuaires. Retenez ce nom, Alan Affagar, parce qu'il incarne l'autre visage de la corruption portuaire, celui où l'offre d'argent et la menace de mort sont les deux faces d'une même pièce. Les criminologues appellent ça la méthode de l'argent ou du plomb. Plata o plomo, disait-on ailleurs, sur un autre continent, il y a 30 ans. La formule est arrivée en Normandie. Mais concentrer le regard sur les dockers serait commettre exactement l'erreur que ce dossier veut éviter. Confondre le symptôme et le système. Le docker menacé est le dernier maillon, le plus visible, le plus sacrifiable. La question systémique est ailleurs. Qui surveille la frontière? Et que se passe-t-il quand la frontière elle-même est à vendre? La surveillance de la marchandise, en France, c'est la Direction générale des douanes et droits indirects, et son bras armé du renseignement, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Ce sont ces services qui décident, sur la base d'analyse de risque, quels conteneurs passeront au scanner à rayon X, lesquels seront ouverts, lesquels seront pesés. Ce sont eux qui détiennent le ciblage. Et le ciblage, dans un port, c'est l'information la plus précieuse qui existe. Un agent qui vend la liste des conteneurs signalés ou simplement le créneau horaire d'une opération de contrôle offre au réseau un service d'une valeur inestimable, la certitude. La commission d'enquête du Sénat, en auditionnant le directeur général par intérim des douanes, Jean-François Dutheil, et le directeur du renseignement douanier, Florian Collas, a exploré cette vulnérabilité, et ses conclusions rejoignent celles de la chef de l'Office anti-stupéfiants. Les personnels des ports et des aéroports figurent en première ligne des cibles de corruption, parce qu'ils facilitent le passage ou la sortie de la marchandise. Je le redis avec la prudence nécessaire. Constater qu'une profession est ciblée par les corrupteurs ne revient pas à accuser cette profession. L'immense majorité des 17 000 douaniers français fait son travail avec intégrité, dans des conditions de plus en plus dangereuses, et c'est d'ailleurs la douane qui signe, année après année, les records de saisie dont je vous parlais. Mais un système de contrôle n'est jamais plus solide que son maillon le plus exposé. Et l'exposition, elle, est documentée, chiffrée, admise par l'État lui-même. Voilà pour la marchandise. Maintenant, suivons l'argent, parce que la corruption est un marché, et qu'un marché a des prix, des modes de paiement et des circuits de blanchiment. Premier constat, contre-intuitif, l'argent de la corruption est presque invisible pour les radars financiers. Tracfin, la cellule française de renseignement financier, est redoutablement efficace pour détecter les mouvements bancaires atypiques, les virements suspects, les sociétés écrans. Mais un pot de vin de narcotrafic ne passe pas par la banque. Il se paie en liquide, en petites coupures, de la main à la main, dans un parking ou une cage d'escalier. Il se paie parfois en nature, une montre, un voyage, une voiture prêtée, des travaux dans une maison, une dette effacée. Il se paye parfois en crypto-monnaie, sur un portefeuille que rien ne relie à l'agent. Interrogé en novembre 2023 par la commission d'enquête sénatoriale sur le nombre de cas de corruption d'agents publics détectés par ses services, le directeur de Tracfin de l'époque a dû admettre la modestie des remontées. Non pas parce que le phénomène est marginal, mais parce qu'il est par construction hors champ. Un policier qui touche 2 000 € en liquide par mois ne déclenche aucune alerte bancaire s'il ne les dépose jamais. Il paye ses courses en espèces, ses vacances en espèces, il désendette sa vie quotidienne par le bas et son train de vie officiel reste parfaitement plat. C'est ce que les enquêteurs anticorruption appellent le blanchiment de proximité. Pas de montage offshore, pas de société luxembourgeoise, juste du cash qui s'évapore dans la consommation courante. Et c'est précisément ce qui rend la corruption des agents publics si difficile à prouver. Sans flagrance, sans écoute, sans repenti, le délit ne laisse presque aucune trace exploitable. Deuxième constat, les montants sont asymétriques. Et cette asymétrie est la clé de tout. Du côté du corrupteur, les sommes sont dérisoires rapportées au chiffre d'affaires. Reprenons l'ordre de grandeur du Sénat. Au moins 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour le seul marché français des stupéfiants, en fourchette basse. Une organisation du haut du spectre qui consacrerait 1% de ses revenus à la corruption
disposerait d'un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. De quoi salariés, grassement, des dizaines d'agents à tous les étages de la chaîne pénale. Du côté du corrompu, en revanche, les sommes changent une vie. 500 € la consultation de fichiers, 1 000 € le renseignement, 5 000 € le tuyau sur une opération, 80 000 € la sortie d'une cargaison, comme pour ce docker havrais. Pour un gardien de la paix en début de carrière, pour un surveillant pénitentiaire, pour un agent de manutention, ces montants représentent des mois, parfois des années de salaire. L'Agence française anticorruption, par la voix de sa directrice Isabelle Gégouzeau devant les sénateurs, a posé le chiffre qui résume la tendance. Entre 2016 et 2021, le nombre d'affaires de corruption a augmenté de 40%. 40% en 5 ans. Elle-même avance 2 explications. Honnêtement, peut-être que ces phénomènes sont mieux détectés et moins acceptés, mais aussi qu'il y en a plus qu'avant. Les 2 sont probablement vrais. Et les 2 dessinent la même image, celle d'un marché de la corruption en expansion, alimenté par la puissance financière du narcotrafic et longtemps sous-évalué par un État qui n'avait pas envie de compter. Mais l'argent, seul, n'explique pas tout. Et c'est peut-être la partie la plus dérangeante de ce dossier. La corruption moderne est une ingénierie sociale avant d'être une transaction financière. Pour comprendre comment on fabrique un ripou, il faut écouter ceux qui les traquent. Un haut gradé passé par l'Office anti-stupéfiants, toujours auprès de la cellule investigation de Radio France, énumère les leviers utilisés pour corrompre, et sa liste mérite d'être gravée. L'amour, l'argent, le piège communautaire, et de plus en plus souvent, les menaces qu'on fait peser sur vous. 4 leviers. Reprenons-les un par un, parce que chacun correspond à une méthode documentée. L'argent, on vient de le voir, c'est le levier le plus simple, celui qui vise l'agent endetté, le fonctionnaire pris à la gorge par un crédit, une pension alimentaire, un découvert chronique. Les réseaux savent identifier la fragilité financière, parfois par simple observation, parfois parce qu'un proche de l'agent leur en a parlé. L'amour, ensuite, c'est le levier des relations. Une rencontre qui n'a rien d'un hasard, une compagne ou un compagnon dont l'entourage se révèle, des mois plus tard, connecté au trafic. Le jour où la demande arrive, elle ne vient pas d'un inconnu, elle vient de quelqu'un qu'on aime, ou du frère de quelqu'un qu'on aime. Refuser, à ce stade, ce n'est plus refuser un pot de vin, c'est trahir un lien. Le piège de la proximité, 3e levier, l'agent qui a grandi dans le quartier où il travaille, qui connaît depuis l'école ceux qu'il est censé surveiller, et à qui on ne demande d'abord rien d'illégal, juste de dire bonjour, juste de prévenir si jamais, juste de rester joignable. La demande illégale n'arrive que bien plus tard, quand le lien est devenu inextricable. Et enfin la menace, le levier qui monte. On ne t'achète plus, on te prévient. On connaît ton adresse, l'école de tes enfants, les horaires de ta femme. La frontière entre corruption et extorsion s'efface, et l'agent qui cède n'est plus seulement un coupable. Il est aussi, d'une certaine manière, une victime. Le droit pénal, lui, ne fait pas toujours la nuance. La peur, elle, ne la fait jamais. Il y a une histoire qui condense tous ces mécanismes, et elle ne se passe pas dans un commissariat. Elle se passe derrière les murs d'une prison, parce que la chaîne pénale est corrompue jusqu'à son dernier maillon. La cellule investigation de Radio France a recueilli le témoignage d'une ancienne surveillante de la maison d'arrêt de Luynes, au sud d'Aix-en-Provence, appelons-la comme eux, Charlotte. Une jeune femme sans histoire, en poste depuis 4 ans, dans un établissement où, dit-elle, ça ne se passe pas bien. Isolement professionnel, tension, épuisement. Un détenu la repère, engage la conversation, jour après jour, avec patience. Puis vient la proposition. Presque anodine à ses oreilles fatiguées, il lui a proposé 1 000 €, elle a accepté. 1 000 €. Pour faire entrer quelque chose. Pour fermer les yeux sur autre chose. L'engrenage se referme, parce qu'un premier oui est une laisse. Celui qui a payé détient désormais la preuve de votre faute, et la menace de la révéler vaut tous les contrats. Charlotte a fini devant un tribunal, condamnée, et 6 mois après son procès, elle analyse elle-même l'engrenage qui l'a poussée, elle, la jeune femme sans histoire, à se laisser corrompre par un détenu. Je vous raconte son histoire parce qu'elle interdit la lecture paresseuse, celle du mouton noir, du pourri de naissance qu'il suffirait d'écarter pour purifier le troupeau.
La réalité que décrivent les enquêteurs est plus inconfortable. La corruption prospère sur des institutions fatiguées. Sous-effectifs, encadrement distant, solitude professionnelle, sentiment d'abandon. Un agent soutenu, entouré, supervisé, résiste. Un agent isolé, épuisé, invisible, devient une cible. Et des agents isolés, épuisés, invisibles, l'État français en compte aujourd'hui des dizaines de milliers, dans les prisons surpeuplées, dans les commissariats en sous-effectifs chroniques, sur les quais des ports. La commission d'enquête du Sénat parle d'une lutte à armes inégale, au détriment des acteurs de terrain. C'est une litote. C'est surtout une politique de recrutement offerte sur un plateau aux organisations criminelles. Mais pour comprendre pourquoi ce phénomène a pu grandir aussi longtemps sans réponse à sa mesure, il faut regarder les contrefeux. Les institutions chargées de surveiller les surveillants. Et là, le constat pique. Commençons par l'organe le plus connu, l'Inspection générale de la police nationale, la police des polices. Sur le papier, c'est elle qui enquête sur les policiers soupçonnés de corruption. Dans les faits, 3 limites structurelles reviennent dans tous les travaux publics sur le sujet. La première, les effectifs. L'inspection traite à la fois les violences, les fautes déontologiques, les accidents de service et les atteintes à la probité. Avec 235 nouvelles enquêtes de probité ouvertes rien qu'en 2025, en hausse de 70% en 5 ans, la charge explose à moyens quasi constants. La deuxième limite, le positionnement. L'inspection est dirigée et composée de policiers qui enquêtent sur des policiers et retourneront ensuite servir parmi eux. Des voix universitaires, syndicales et associatives, jusque dans des questions écrites déposées à l'Assemblée nationale fin 2025, plaident pour une direction extérieure au corps policier et rappellent que la Cour européenne des droits de l'homme impose des enquêtes effectives, ce qui suppose un minimum d'indépendance et de moyens. La troisième limite, la plus délicate, la culture. Une question écrite parlementaire de 2025 évoque au sujet de l'enquête préliminaire sur les dérives corruptives présumées à l'antenne marseillaise de l'Office anti-stupéfiants, des déclarations importantes qui auraient été omises dans les retranscriptions, ce qui aurait pu limiter la portée des investigations judiciaires. J'insiste sur chaque conditionnel. Il s'agit d'allégations portées dans le débat parlementaire, pas de faits jugés. Mais qu'un député puisse poser cette question au ministre de l'Intérieur, publiquement, en s'appuyant sur un rapport d'enquête documenté, dit quelque chose de l'état de la confiance. Quand le doute atteint l'organe de contrôle lui-même, c'est tout l'édifice qui vacille. Car la corruption a ceci de particulier qu'elle est un poison de second ordre. Elle ne détruit pas seulement des enquêtes, elle détruit la capacité de croire les institutions qui enquêtent. La Cour des comptes, de son côté, a examiné l'architecture même de la lutte antidrogue. Dans ses observations définitives du 26 septembre 2024, consacrées à l'Office anti-stupéfiants et aux forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants, sur les exercices 2018 à 2023. Le tableau d'ensemble, croisé avec le rapport sénatorial, tient en une formule: des moyens qui ne sont pas au niveau de la menace. Les sénateurs réclament d'ailleurs, texto, de mettre les moyens au niveau de la menace avec un véritable plan d'urgence pour les services. Traduisez, chef de file à contester, renseignements éclatés entre services, coordination laborieuse entre police, gendarmerie et douane, et une capacité d'investigation financière très en deçà des flux à surveiller. Or, chacune de ces failles est une niche pour la corruption. Un renseignement éclaté, c'est un renseignement qui circule mal, donc qui fuit sans qu'on sache d'où. Une coordination laborieuse, c'est une responsabilité diluée, donc personne pour porter la question qui fâche. Des enquêteurs financiers trop rares, c'est un blanchiment de proximité qui ne sera jamais détecté. La corruption n'a pas besoin que le système soit pourri. Elle a juste besoin qu'il soit mal cousu. Et le système français, jusqu'à très récemment, était cousu de failles béantes que 2 rapports officiels, celui du Sénat et celui de la Cour des comptes, ont cartographié ligne par ligne. Et puis il y a le déni. Le chapitre sénatorial au titre voltairien, cacher cette corruption que je ne saurais nommer, décrit une insuffisance des plans actuels de lutte contre la corruption et un phénomène sous-estimé. Sous-estimé comment? D'abord statistiquement. Pendant des années,
La France n'a tout simplement pas produit de comptage consolidé de la corruption liée au narcotrafic. Pas de chiffres, pas de problème. Ensuite, culturellement, dans une maison où la solidarité de corps est une condition de survie opérationnelle, signaler un collègue reste un acte d'une violence sociale extrême. Le signalement de la hiérarchie marseillaise de l'Office anti-stupéfiants en 2024, quoi qu'on pense du fond du dossier, a représenté de ce point de vue une rupture. Une hiérarchie qui alerte sur ses propres enquêteurs. C'est précisément ce que le système n'avait presque jamais produit spontanément. Enfin, le déni était politique. Reconnaître publiquement que des policiers, des douaniers, des greffiers, des surveillants vendent des informations aux narcotrafiquants, c'est admettre que la frontière entre l'État et le crime n'est plus étanche. Aucun ministre n'a envie de prononcer cette phrase. Alors pendant des années, on a préféré le vocabulaire du cas isolé, de la brebis galeuse, de l'affaire regrettable. Jusqu'à ce que les brebis galeuses deviennent un troupeau statistique. 235 enquêtes de probité en un an, des procès devenus courants selon les propres mots des chroniqueurs judiciaires, des condamnations à Marseille, des mises en examen à Rouen, des enquêtes jusque dans l'antidrogue. Le réel a fini par gagner. Il gagne toujours. Il faut dire un mot, ici, de ce que ce phénomène a déjà produit ailleurs, parce que la France n'invente rien, elle rejoint une trajectoire européenne. Aux Pays-Bas et en Belgique, autour des ports de Rotterdam et d'Anvers, désormais fusionnés dans l'ensemble Port of Antwerp-Bruges, les autorités ont documenté depuis des années la corruption systémique des personnels portuaires, les enlèvements de dockers, l'achat de chauffeurs, de manutentionnaires, d'agents de sécurité. Europol, dans ses analyses sur les réseaux à haut risque, décrit la corruption portuaire comme un facilitateur clé du trafic de cocaïne vers l'Europe. Les Belges et les Néerlandais ont appris dans la douleur qu'un port ne se protège pas seulement avec des scanners, mais avec une politique de ressources humaines, rotation des postes sensibles, criblage des personnels, limitation des accès aux informations de ciblage, protection active des employés menacés. La France, avec Le Havre, Marseille-Fos et Dunkerque, a suivi la même pente avec quelques années de décalage, et les mêmes symptômes sont apparus dans le même ordre. D'abord les saisies records, puis les dockers menacés, puis les enlèvements, puis les morts, puis la découverte de complicités internes. Quand les symptômes sont identiques, il faut avoir l'honnêteté de regarder le diagnostic du voisin. Et le diagnostic du voisin tient en un mot que plus personne n'ose prononcer à la légère, mais que plus personne ne peut écarter. La contamination des institutions par l'argent du trafic, étape par étape, badge par badge. Mais alors, qu'a fait l'État ? Parce qu'il a fini par faire quelque chose. Et pour être honnête jusqu'au bout, il faut raconter aussi le sursaut, ses promesses et ses angles morts. Le déclencheur tient en 2 dates de 2024. Le 7 mai, la commission d'enquête du Sénat remet son rapport. 3 tomes, 35 recommandations, plus de 150 auditions et un titre qui claque comme un avertissement. Un nécessaire sursaut, sortir du piège du narcotrafic. Les sénateurs y décrivent une France submergée, des trafiquants tout aussi rationnels et ingénieux que violents et corrupteurs, et proposent notamment de créer un parquet national anti-stupéfiants, un plan anti-corruption digne de ce nom, et de donner sa juste place au renseignement. Une semaine plus tard, le 14 mai 2024, à un péage d'Incarville, dans l'Eure, un fourgon pénitentiaire est attaqué au véhicule bélier et à l'arme de guerre pour libérer un détenu, Mohamed Amra. 2 agents pénitentiaires sont tués, le capitaine Fabrice Moello et le surveillant brigadier Arnaud Garcia. 3 autres sont grièvement blessés. Le pays est sidéré. Le ministère de la Justice lui-même, dans sa présentation officielle de la loi qui suivra, reconnaît que cette loi trouve aussi racine dans l'attaque d'Incarville. Il aura fallu un rapport parlementaire accablant et 2 fonctionnaires assassinés sur une route normande pour que la machine législative s'emballe enfin. Retenez cet enchaînement, parce qu'il dit la vérité des priorités politiques. Le diagnostic était disponible depuis des années, mais c'est le sang qui a déclenché le vote. La suite est allée vite, à l'échelle du temps parlementaire. Une proposition de loi transpartisane, portée par les mêmes Étienne Blanc et Jérôme Durain, déposée fin 2024, adoptée définitivement le 29 avril 2025, validée dans ses grandes lignes par le Conseil constitutionnel,
dans sa décision du 12 juin 2025 et promulguée dans la foulée. La loi numéro 2025-532 du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, publiée au Journal officiel le 14 juin, accompagnée d'une loi organique fixant le statut du nouveau procureur. Ce texte est, sur le papier, la réforme la plus ambitieuse de la lutte anticriminalité organisée depuis des décennies. Regardons ce qu'il contient, en particulier sur notre sujet, la corruption. La mesure phare, d'abord. La loi crée le Parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, sur le modèle du Parquet national antiterroriste et du Parquet national financier. Il est entré en fonction le lundi 5 janvier 2026, installé au tribunal judiciaire de Paris par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et dirigé par la magistrate Vanessa Perret, dont les fonctions sont limitées à 7 ans par la loi organique, comme celle de ses homologues du financier et de l'antiterrorisme. Ce nouveau parquet remplace la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la JUNALCO, qui n'était qu'une section spécialisée du parquet de Paris, créée en 2019. La différence n'est pas cosmétique. Le PNACO est un parquet national autonome, doté d'une compétence nationale concurrente, inscrite au nouvel article 706-74-2 du Code de procédure pénale. Concrètement, il peut évoquer, c'est-à-dire se saisir lui-même, de n'importe quel dossier de criminalité organisée d'une complexité particulière, même instruit localement, et il coordonne la répartition des affaires entre les juridictions interrégionales spécialisées, les JIR. Pourquoi est-ce que cela concerne la corruption ? Pour une raison que tous les praticiens connaissent, les affaires de ripoux sont des affaires localement toxiques. Quand un policier marseillais est soupçonné, l'enquête est menée par des services qui le connaissent, jugé par un tribunal dont il fréquente les couloirs, dans une ville où tout le monde connaît tout le monde. La centralisation nationale casse cette proximité. Un parquet parisien, autonome, sans attache locale, peut instruire contre un notable policier de province sans subir la pression de l'écosystème. C'est exactement la logique qui avait fait le succès du parquet national financier contre la délinquance en col blanc. Reste à savoir si le PNACO aura les effectifs pour l'appliquer à l'échelle du narcotrafic, ce qui est une toute autre affaire. La loi ne s'arrête pas là. Elle renforce la lutte contre le blanchiment avec le gel immédiat des avoirs, la fermeture administrative des commerces servant de façade, la saisie systématique des biens criminels. Elle crée un délit spécifique de recrutement de mineurs pour le trafic, puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, dont je vous avais parlé dans le dossier sur les tueurs adolescents. Elle muscle le statut de repenti, avec des réductions de peine et une protection renforcée, et c'est un point décisif pour notre sujet. La corruption est un délit sans victime déclarante. Le corrupteur et le corrompu ont le même intérêt au silence, et souvent seule la parole d'un membre du réseau qui bascule permet de remonter jusqu'à l'agent vendu. Elle organise des quartiers de lutte contre la criminalité organisée dans des prisons de haute sécurité, à Vendin-le-Vieil dès juillet 2025, puis à Condé-sur-Sarthe en novembre 2025, précisément pour couper les chefs de réseau de leurs relais extérieurs, y compris de leurs relais corrompus dans l'administration. Et elle s'attaque enfin au sujet qui nous occupe depuis 1 heure. La loi vise explicitement, selon ses commentateurs juridiques et le Conseil national des barreaux, à renforcer de manière globale la lutte contre les trafics, le blanchiment, la corruption et les trafics en milieu carcéral. La corruption. Le mot est dans l'objet même du texte. Pour la première fois, la représentation nationale a écrit noir sur blanc que la corruption des agents publics n'était pas un fait divers, mais un pilier du modèle économique criminel, et qu'elle appelait une réponse législative dédiée. Alors, verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Soyons précis, parce que c'est ici que se joue l'avenir. Ce que la loi apporte de réel, une tête judiciaire nationale, des outils financiers offensifs, un statut de repenti, enfin crédible, un délit de recrutement de mineurs, des prisons étanches pour le haut du spectre. Ce que la loi n'apporte pas, ou pas encore, des effectifs massifs pour les inspections de contrôle, une réforme structurelle de l'indépendance de la police des polices, un dispositif systématique de criblage et de rotation sur les postes sensibles des ports et des aéroports
comparable à ce que les voisins néerlandais ont dû construire. Et surtout des moyens humains à la hauteur pour la justice et l'enquête, alors même que la commission d'enquête réclamait un véritable plan d'urgence. Un amendement parlementaire proposant d'encadrer préventivement la consultation des fichiers de police judiciaire, avec habilitation individualisée, formation obligatoire et rapport annuel des consultations transmis au procureur de la République, a par exemple été rejeté lors des débats de mars 2025. Rejeté, pendant que l'inspection générale de la police nationale ouvrait, la même année, plus d'une centaine d'enquêtes pour consultation illégale de ces mêmes fichiers. Je vous laisse apprécier la cohérence. Une loi peut créer un parquet en un article. Elle ne peut pas créer, en un article, la culture du contrôle interne qui a manqué pendant 30 ans. Ça, c'est une affaire de budget, de recrutement, de formation, de courage managérial. C'est-à-dire tout ce qui ne se vote pas dans l'émotion d'un attentat et tout ce qui s'oublie dès que l'émotion retombe. Il reste une dimension de ce dossier qu'on n'a fait qu'effleurer et qui mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle est la plus silencieuse de toutes. La corruption ne s'arrête pas aux uniformes. Elle remonte la chaîne pénale, maillon après maillon. La chef de l'office anti-stupéfiants citait les greffiers, et ce n'est pas un hasard. Un greffe, c'est la mémoire d'une juridiction, l'accès aux procédures, aux dates d'audience, aux pièces sous scellé numérique. Les enquêtes récentes recensées par la presse d'investigation mentionnent des greffiers mis en cause, des agents pénitentiaires et même un avocat. Chacun de ces métiers détient un fragment du puzzle judiciaire. Et le narcotrafic n'a pas besoin du puzzle entier. Il lui suffit d'un fragment au bon moment. Une date de perquisition, un nom de témoin protégé, une copie de procédure qui circule avant l'audience, permettant au réseau d'identifier qui a parlé. C'est pour cela que le rapport sénatorial insiste sur la poursuite du narcotrafic en prison et sur la protection de l'intégrité de la chaîne judiciaire de bout en bout. Parce qu'un système pénal, c'est comme une canalisation sous pression. Peu importe la solidité de 99% du tuyau, toute l'eau sort par le pourcent qui fuit. Et chaque fuite judiciaire a un coût humain direct. Des témoins qui se rétractent par peur, des victimes qui renoncent à porter plainte, des enquêteurs qui hésitent à consigner leurs soupçons par écrit parce qu'ils ne savent plus qui lira leur rapport. La corruption ne vole pas seulement des informations. Elle vole la possibilité même de la confiance, qui est la matière première de toute justice. Et c'est là qu'il faut poser la question du coût, du vrai coût, celui qu'aucune ligne budgétaire ne mesure. Quand un policier vend une consultation de fichier 500 €, qu'est-ce qui est vendu exactement? D'abord, parfois, une vie. Une information de police qui fuite vers un réseau, c'est potentiellement un informateur identifié, un rival localisé, un témoin exposé. Les règlements de compte qui ensanglantent Marseille, dont les magistrats de la ville sont venus dire aux sénateurs qu'elle était devenue l'épicentre d'un phénomène national au point de réclamer un plan Marshall, ne sont pas alimentés que par la géographie des points de deal. Ils sont aussi alimentés par l'information, et l'information la plus létale est celle qui sort des serveurs de l'État. Ensuite, ce qui est vendu, c'est le travail des autres. Des centaines d'heures d'enquête, des mois de surveillance, des écoutes, des filatures, réduits à néant par un message envoyé au bon destinataire. Imaginez ce que ressent un enquêteur de la police judiciaire quand une opération préparée pendant 1 an tombe à l'eau parce que la cible a été prévenue et qu'il comprend que la fuite ne peut venir que de l'intérieur. Cet enquêteur-là, la fois suivante, partagera moins d'informations avec les services partenaires. Il cloisonnera. Et le cloisonnement, qui est une réponse rationnelle à la trahison, est aussi le poison lent de toute coopération policière. La corruption fabrique de la défiance. La défiance fabrique de l'inefficacité. L'inefficacité fabrique de l'impunité. Et l'impunité rend la corruption encore plus rentable. C'est une boucle qui ne se brise pas toute seule. Enfin, ce qui est vendu, c'est quelque chose qui nous appartient à tous et qui ne se rachète pas. La légitimité. Un État peut survivre à la criminalité. Tous les États du monde vivent avec du crime. Ce qu'aucun État ne survit longtemps, c'est au moment où ses citoyens cessent de croire que la ligne existe encore entre ceux qui appliquent la loi et ceux qui la violent. Regardez les pays qui ont basculé. Pas par invasion, pas par coup d'État, par pourrissement capillaire, un agent des frontières par-ci, un juge par-là, un officier de liaison,
un ministre adjoint, jusqu'au jour où la question n'est plus de savoir qui est corrompu, mais qui ne l'est pas. La France n'en est pas là, et je refuse les comparaisons paresseuses qu'on entend parfois. Non, la France n'est pas un narco-État. Et le dire serait insulter les dizaines de milliers de policiers, de gendarmes, de douaniers, de greffiers, de surveillants qui tiennent la ligne tous les jours, parfois au péril de leur vie, souvent dans l'indifférence générale, et dont certains, rappelons-le, sont morts en service à Incarville. Mais la commission d'enquête du Sénat elle-même a employé l'expression de risque de narco-État pour décrire non pas le présent, mais la trajectoire. Et une trajectoire, ça se lit dans les dérivés. Le nombre d'affaires de corruption a augmenté de 40% en 5 ans, selon l'Agence française anticorruption. Les enquêtes de probité visant des policiers ont bondi de 70% en 5 ans, selon l'Inspection générale de la police nationale. Les saisies de cocaïne ont quintuplé en 10 ans, et les tonnages du Havre ont presque triplé entre 2023 et 2024. Toutes les courbes montent, toutes. Quand toutes les courbes d'un phénomène montent en même temps, il n'y a que 2 attitudes possibles. Le déni, qui a déjà coûté 10 ans, ou le sursaut, qui vient à peine de commencer. Alors récapitulons, froidement, comme on solde un inventaire. Ce que disent les faits jugés. Un ancien numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, condamné en appel à 4 ans, dont 18 mois avec sursis, interdit définitivement de police pour corruption, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Un policier marseillais, condamné en mars 2026 à 3 ans ferme et interdiction définitive pour avoir vendu des informations à des trafiquants. Un docker havrais, condamné après avoir empoché 80 000 € sous la menace. Des ravisseurs condamnés à 5, 7 et 8 ans pour l'enlèvement mortel d'Alan Afagard et des têtes de réseau jusqu'à 20 ans de réclusion. Une surveillante pénitentiaire condamnée pour 1 000 € acceptés d'un détenu. Ce que disent les enquêtes en cours, sous réserve de la présomption d'innocence. Des investigations visant l'antenne marseillaise de l'Office anti-stupéfiants depuis janvier 2024. Un gardien de la paix normand mis en examen après près de 2500 consultations de fichiers présumés illicites. Ce que disent les institutions, aucune profession n'est épargnée selon la chef de l'antidrogue. Plus 40% d'affaires de corruption en 5 ans selon l'anticorruption. 235 enquêtes de probité en 1 an selon la police des polices. Un phénomène sous-estimé et des plans insuffisants selon le Sénat. Voilà le solde. Il n'a pas besoin d'adjectifs. Il se suffit. Mais un inventaire n'est pas une fatalité. Alors terminons par ce qui marcherait. Pas des slogans, des mécanismes. Parce que la corruption est un problème d'ingénierie autant que de morale, et que les ingénieries, ça se répare. Premier mécanisme, réduire la surface d'attaque. Un agent ne peut pas vendre une information à laquelle il n'a pas accès. Les systèmes d'information de la police et de la douane ont été conçus à une époque où la menace interne était considérée comme marginale. Avec des habilitations larges, des accès peu tracés, des requêtes rarement auditées. Le dispositif de détection des usages anormaux déployé par l'Inspection générale de la police nationale prouve que la technologie existe. Journalisation systématique, profil d'usage, alerte sur les requêtes atypiques, la consultation d'un dossier sans lien avec l'affectation de l'agent, les recherches nocturnes répétées, les non sensibles. C'est ce radar qui a permis le signalement de Rouen. Il faut le généraliser, à la police, à la gendarmerie, à la douane, au greffe, à l'administration pénitentiaire, et il faut que chaque agent sache qu'il existe. Parce que la certitude d'être tracé dissuade davantage que la sévérité théorique de la peine. C'est un principe vieux comme la criminologie. La probabilité de détection pèse plus lourd que la lourdeur de la sanction. Deuxième mécanisme, protéger les postes exposés au lieu d'attendre qu'ils tombent. Sur les ports, cela veut dire criblage régulier des personnels ayant accès aux zones et aux systèmes sensibles. Rotation sur les fonctions critiques pour empêcher qu'un homme devienne, seul, la clé d'un terminal. Et surtout protection réelle des menacés. Un docker qui signale une tentative d'approche doit être mis à l'abri avec sa famille, pas renvoyé sur le quai le lendemain matin face à ceux qui l'ont menacé. Tant que signaler coûtera plus cher que céder, les hommes céderont. C'est une équation, pas une faiblesse morale. Troisième mécanisme, payer et encadrer. On peut trouver la formule triviale.
Elle est décisive. Des inspections de contrôle dotées en effectifs, des hiérarchies intermédiaires présentes sur le terrain, des agents qui ne sont pas laissés seuls face à des organisations qui disposent de millions d'euros pour les acheter et d'hommes de main pour les menacer. La commission d'enquête du Sénat réclamait un plan d'urgence pour les services. 2 ans plus tard, la loi a créé des structures, mais la question des moyens humains, elle, reste posée à chaque budget. 4e mécanisme, faire parler. Le statut de repenti renforcé par la loi du 13 juin 2025 est peut-être, à terme, l'arme la plus efficace contre les ripoux, parce que la corruption est un pacte de silence à 2, et qu'un pacte de silence se brise par l'intérieur. Le jour où un lieutenant de réseau pourra acheter sa réduction de peine en livrant le nom de l'agent qui renseignait son organisation, le prix du silence s'effondrera. Les mafias italiennes n'ont pas été ébranlées par les fusillades. Elles ont été ébranlées par les collaborateurs de justice. 5e mécanisme, le plus lent et le plus décisif, la culture. Faire du signalement d'un collègue, non pas une trahison, mais un acte de protection du collectif. C'est le chantier le plus difficile, parce qu'il touche à l'identité même des maisons d'uniforme. Mais les institutions qui l'ont mené, ailleurs en Europe, ont découvert une chose contre-intuitive. Les premiers bénéficiaires d'un contrôle interne crédible sont les agents honnêtes eux-mêmes, parce qu'un corps qui prouve qu'il sait se nettoyer est un corps qu'on cesse de soupçonner en bloc. L'opacité protège les corrompus et salit les intègres. La transparence fait exactement l'inverse. Et nous, dans tout ça, vous qui regardez cette vidéo, moi qui la fabrique, on pourrait se dire que c'est une affaire entre l'État et ses fonctionnaires, un problème de tuyauterie administrative. Ce serait une erreur de lecture. Parce que le budget de la corruption, au bout du compte, c'est nous qui le finançons. Chaque gramme consommé dans une soirée parisienne, chaque barrette achetée en bas d'un immeuble alimente le chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros minimum, dont un pourcentage, mécaniquement, retourne acheter des badges, des codes d'accès, des silences. Le consommateur du samedi soir est l'actionnaire involontaire du ripou. Et il y a une autre responsabilité, plus civique, l'attention. Les affaires de corruption d'agents publics passent au journal télévisé en 40 secondes, entre 2 sujets, parce qu'elles sont juridiquement complexes, humainement inconfortables et politiquement gênantes pour tout le monde. Résultat, pas de pression publique durable, donc pas de moyens durables, donc pas de contrôle durable. La vraie question n'est pas de savoir qui a vendu tel fichier, ou fermer les yeux sur tel conteneur. La vraie question, c'est à qui profite que rien ne change? À qui profite que la police des polices reste sous-dotée, que les postes sensibles des ports ne soient pas criblés, que la consultation des fichiers ne soit pas encadrée alors qu'un amendement le proposait et qu'il a été rejeté? Dites-le moi en commentaire, sincèrement, parce que les réponses à cette question dessinent la carte des complaisances et que cette carte, personne ne la publiera à notre place. Il me reste à vous dire pourquoi ce dossier, précisément celui-là, est le plus grave de tous ceux qu'on a ouverts ensemble. On a parlé, dans les épisodes précédents, des tonnes de cocaïne, des adolescents transformés en tueurs à gages, des franchises criminelles qui essaiment de Marseille vers les villes moyennes. Tout cela est terrible, mais tout cela reste, au fond, un affrontement. D'un côté l'État, de l'autre les réseaux, et entre les deux, une ligne de front. La corruption, elle, ne se contente pas d'attaquer la ligne de front. Elle la dissout. Elle transforme le défenseur en assaillant, le bouclier en porte dérobée, le serment en marchandise. Un pays peut perdre des batailles contre le narcotrafic et les regagner ensuite, avec des lois, des budgets, du courage. Mais un pays qui perd ses propres agents ne perd pas une bataille. Il perd l'armée. Et le plus inquiétant, dans tout ce qu'on vient de traverser, n'est pas une affaire en particulier. C'est la direction. Les leviers de corruption se durcissent. L'argent cède la place à la menace. Les cibles remontent la chaîne. Du docker au policier, du policier au greffier, du greffier aux abords même de l'antidrogue. Les organisations criminelles ont compris que l'investissement le plus rentable de leur portefeuille n'était ni la Kalachnikov, ni le Go Fast, mais le fonctionnaire. Et elles investissent, méthodiquement, pendant que l'État, lui, vient à peine, en janvier 2026, d'installer le parquet qui devra leur répondre.
La course a commencé avec 10 ans de retard. Elle n'est pas perdue. Mais elle ne se gagnera pas en regardant ailleurs, comme on l'a fait pendant une décennie, en répétant que la France n'était pas concernée, que c'était bon pour Anvers, pour Rotterdam, pour ailleurs. Ailleurs, c'est ici, depuis longtemps. Alors gardez 3 chiffres en partant, 3 seulement, et faites-en ce que vous voulez. 235. Le nombre d'enquêtes ouvertes en une seule année contre des policiers pour atteinte à la probité. 40%. La hausse des affaires de corruption en 5 ans, constatée par l'agence de l'État elle-même. 80 000, le nombre d'euros qu'il a suffi de poser devant un docker menacé pour faire sortir une cargaison du premier port de France. 3 chiffres et une phrase, celle d'un cadre de l'antidrogue française. Un narcotrafiquant ne peut pas faire carrière sans un agent corrompu dans sa manche. Tant que cette phrase restera vraie, tout le reste, les saisies records, les plans, les conférences de presse, ne sera que de la gestion de symptômes. Le jour où elle deviendra fausse, ce jour-là seulement, on pourra dire que le sursaut a eu lieu. Ce dossier existe pour qu'on n'oublie pas de vérifier, année après année, si ce jour approche ou s'il recule. C'est notre travail, ici. C'est peut-être aussi le vôtre, maintenant que vous savez. Si ce dossier vous a fait voir l'ampleur du problème, soutenez la chaîne. Un like, un abonnement, un partage à quelqu'un qui croit encore que la corruption, c'est un problème des autres pays, c'est ce qui permet de continuer à démonter ce système, dossier après dossier, sans dépendre de personne. Ici, on n'enquête pas sur des monstres. On démonte un système qui a lâché. À très vite dans le prochain dossier.